Donc, je vais vous parler des objectifs glycémiques dans le diabète de type 2. Je vais vous en parler d'une manière purement diabétologique, parce que je crois qu'il vaut mieux parler de ce qu'on connaît que de ce qu'on ne connaît pas. Et avec deux parties. Une première partie qui sera, je dirais, la partie un peu traditionnelle, les grandes études, la prévention cardiovasculaire, et quelles sont les cibles glycémiques en fonction de cet objectif de prévention cardiovasculaire. Et puis on verra ensuite qu'il y a en fait aujourd'hui probablement de grands nouveaux objectifs glycémiques qui sortent depuis un an ou deux. Alors, la prévention cardiovasculaire, c'est tout ce qui a été pour l'instant l'objet des très grandes études. Vous savez que l'enjeu principal du diabète de type 2 est ou était, ou est partiellement, la prévention des complications micro- et macro-angiopathiques, que ce soit le rein, l'œil, le neurone pour la micro-angiopathie, de bien simplifié, les trois systèmes artériels pour la macro-angiopathie, et que c'est cette prévention qui a fait l'objet de toute notre attention sur le plan thérapeutique. Une évidence qui, je crois, est faite pour durer et qui ne sera jamais, je crois, remise en cause avant longtemps, c'est que la prévention vasculaire passe par une prise en charge globale du diabétique de type 2, prise en charge globale qui est les 2x3, les trois mesures comportementales, ce que j'appelle les YACA, YACA arrêter de fumer, YACA faire du sport, et YACA mieux manger. C'est tellement simple que je ne m'y attardrai pas. Et puis les interventions médicamenteuses, il faut faire baisser les lipides, il faut faire baisser la tension, il faut faire baisser la glycémie. Alors, juste une étude qui a vraiment validé ce concept de prise en charge globale, c'est l'étude STENO2, 160 diabétiques de type 2, microalbuminuriques, donc à haut risque cardiovasculaire, répartis en deux groupes, 80 avec un traitement conventionnel, c'est-à-dire le traitement que l'on faisait à l'époque quand on respectait les bonnes recommandations, et puis un traitement intensif, celui que seul un professeur pouvait faire, parce que par définition, les professeurs ne respectent jamais les recommandations, c'est-à-dire qu'il allait bien au-delà de ce que recommandaient les recommandations, que ce soit en termes de tension, de cholestérol. Il a même, étant à l'époque un peu fumeur, un peu rondouillard et un peu sédentaire, participé activement avec les patients à l'hygiéno-diététique, et vous verrez que ça a eu un impact absolument inexistant. Ce qu'a démontré cette étude STENO2 en comparant donc deux groupes, un groupe bien traité, un groupe super traité, eh bien qu'à 4 ans et à 8 ans, l'étude a porté sur 8 ans, à 4 ans mais à 8 ans, on a une réduction extraordinairement impressionnante de la survenue d'une néphropathie, de près de 70%, d'une rétinopathie, d'une neuropathie autonome. Pour la neuropathie périphérique, les résultats sont beaucoup plus contestables, mais la neuropathie périphérique, par définition dans le diabète, est toujours multifactorielle, impliquant notamment le tabac et l'alcool. Et mais surtout, ce qu'a démontré pour la première fois STENO2, c'est que l'on pouvait réduire de manière très significative la survenue d'événements cardiovasculaires. Et ici, vous voyez, à 4 ans, mais à 8 ans, on a le même chiffre, une baisse de 55% du risque cardiovasculaire et du risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Ça n'avait jamais été démontré clairement dans aucune autre étude avant celle-ci. Et tout simplement, pourquoi cette étude? Parce que le professeur, qui se permettait tout ce qu'il voulait, avait abaissé considérablement, mieux que le médecin qui faisait bien son travail, le taux de cholestérol, que vous voyez ici. En foncé, c'est le professeur, en bleu, c'est le docteur. Le taux de pression systolique et le taux d'hémoglobine A1C, avec chaque fois une différence significative, alors qu'il n'y avait pas de différence sur les triglycérides et sur la diastolique. C'est intéressant parce que les trois critères à plus haut risque chez les diabétiques de type 2, c'est 1, le LDL cholestérol, c'est 2, la systolique, l'hémoglobine A1C. Donc il avait eu un effet significatif sur les trois critères les plus importants. Il était normal en conséquence que le bénéfice soit là. Ce qui est intéressant, et ce qu'on a vu en 2008, et vous verrez que ça, on le reverra pour le KPDS, c'est les post-études. C'est-à-dire que l'étude a été terminée à 8 ans, les patients ont été remis dans un cycle tout à fait normal de prise en charge, et on les a simplement revus entre 13 et 15 ans, après 5 ans de post-études, post-intervention, où tout le monde était traité de la même manière. Tout le monde était traité de la même manière, et voyez bien que les deux groupes avaient le même taux de cholestérol cette fois-ci, avaient le même taux de pression systolique,
avaient le même taux d'hémoglobine A1C. Il n'y avait plus de différence entre les groupes en termes d'équilibre sur ces 5 années post-intervention. Et quand on regarde ce que cela donne en termes d'événements cardiovasculaires et de mortalité, on voit que les décès dans le groupe des bons docteurs, les bons docteurs c'est en rouge, et dans le groupe du professeur, diffèrent significativement à 4 ans, à 8 ans, mais que la différence s'amplifie encore après, alors même que tous les critères ont été égalisés. Il en est de même pour les événements cardiovasculaires. À 4 ans, à 8 ans, on voit une différence, mais cette différence s'accroît après les 8 ans, alors même que tous les critères ont été égalisés entre les deux groupes. Ça montre bien l'impact de la prise en charge globale de notre message fondamental, qui est la prise en charge précoce, puisque celle-ci est bénéfique à terme. Alors, dans ce contexte-là, la question qu'on se pose, notamment en termes de glycémie, c'est bien, la glycémie doit être prise en compte dans le cadre d'une prise en charge globale, et pas indépendamment. Précoce, probablement. Et, naturellement, on considère jusqu'en 2008 qu'elle devait être intensive. C'est-à-dire, plus on baisse le LDL, plus on baisse la tension, et plus on baisse la glycémie, et mieux se portera le malade. Eh bien, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai pour la glycémie. Et on va voir aussi que pour la glycémie, il y a un message très important qui est ce qu'on appelle, nous, la mémoire glycémique. Alors ça, c'est l'UKPDS. L'UKPDS est une étude commencée en 1977, qui a duré 20 ans, avec deux groupes. Un groupe conventionnel, c'est des gens qui n'avaient que des mesures régionodiététiques, et un groupe intensif, ils avaient en plus des médicaments. Vous voyez, donc. Et au bout, ils avaient, dans un groupe, 7% d'hémoglobine A1C, elle est là, dans l'autre, 7,9. Et l'évaluation a été faite à peu près 20 ans après, en 1997. Le but était de démontrer clairement que l'équilibre glycémique, ça réduit la mortalité des diabétiques. Mais la réponse a été négative, en 1997, puisqu'effectivement, le groupe bien traité avait moins d'événements liés au diabète, avait moins de complications microangiopathiques, mais en termes d'infarctus du myocarde et de mortalité de toute cause, rien n'avait changé. Et il n'y avait pas de différence significative, ce qui nous conduisait au taux des années 97-98 à dire que ça ne sert à rien d'équilibrer la glycémie, c'est sur les autres paramètres qu'il faut travailler. Et puis l'UKPDS a fait comme le CNO2, ils ont fait la post-intervention, et les patients ont été revus en 2007, alors qu'ils ont été remis dans le circuit commun et qu'ils ont été sortis de l'étude. Ils ont été sortis de l'étude, et vous verrez que, on a vu, je ne vous le montre pas, qu'à ce moment-là, comme dans CNO2, ils se sont retrouvés tous avec les mêmes niveaux d'équilibre, d'hémoglobine A1C notamment, mais puisque c'était le paramètre suivi. Et là, on voit quoi? On voit qu'en 2007, l'impact sur les complications macrovasculaires, l'impact sur la mortalité et l'impact sur l'infarctus du myocarde devient significatif. C'est un message très fort. Ça veut dire qu'on va traiter pendant 20 ans une glycémie pour avoir un bénéfice à 30 ans. Ça, je peux vous dire que c'est un message extrêmement facile à expliquer aux patients. Et que si vous réussissez à expliquer ce message, vous avez gagné un grand pari, mais il est très difficile à expliquer aussi aux médecins traitants. Et c'est la notion de mémoire glycémique qui veut dire que ce que l'on fait bien au début se répercute à la fin. Ce que moi je traduis par le temps perdu ne se rattrape jamais. Et dans le diabète de type 2, le temps perdu ne se rattrape jamais. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette étude du KPDS, on a fait la même chose sur la tension artérielle. Et on a regardé d'un groupe bien traité sur le plan tensionnel, un groupe moins bien traité sur le plan tensionnel, avec d'un côté 154,87 et de l'autre 144,82 de moyenne. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin de l'étude, bien traiter la tension, ça fait baisser les événements microangiopathiques essentiellement et les événements liés au diabète. Ça a un impact un peu plus fort, mais encore non significatif sur la mortalité et l'infarctus. Et puis ensuite, quand on arrête ce contrôle et qu'on met tous les patients sous le même niveau tensionnel, eh bien, le bénéfice disparaît. Ça veut bien dire que pour la tension et pour les lipides, il n'y a pas de temps d'intervention. Il faut toujours intervenir, toujours être agressif. Dès qu'on lâche le frein, le risque vasculaire repart. Alors que pour la glycémie, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que l'on fait très bien au départ est toujours bénéfique. Et peut-être que ce que l'on fait tard ne l'est pas. Puisque si le premier message que le contrôle glycémique précoce est bénéfique à 30 ans, le deuxième message c'est que le contrôle
glycémique intensif chez des diabétiques plus anciens est peut-être problématique. Et il y a 3 études qui sont sorties la même année, en 2008, Accord, Vadit et Advance, qui sont 3 études où on a voulu traiter non pas le patient diabétique, mais l'hémoglobine A1C. Comme on traite le LDL cholestérol et pas le patient diabétique, eh bien là on a voulu traiter l'hémoglobine A1C et pas le patient, et amener l'hémoglobine A1C à des valeurs très basses. Alors c'est des grandes études, alors on va juste se focaliser sur Accord, donc des patients diabétiques de type 2, il y en a un grand nombre, 10 251, 8% d'hémoglobine A1C, des patients obèses, mais surtout des patients qui étaient à haut risque cardiovasculaire, parce que 35% avaient déjà fait une maladie cardiovasculaire, un événement cardiovasculaire. Donc très différent de l'UKPDS où les gens venaient de commencer leur diabète quand on les a mis dans l'étude. Avec un objectif dans Accord qui était d'amener l'hémoglobine A1C en dessous de 6%. Sur une durée théorique de 5 ans, vous verrez qu'elle s'est arrêtée à 3 ans. Et pour cela, utiliser tous les moyens possibles. Donc on avait utilisé de l'insuline dans le groupe intensif, dans 77% des cas, de la metformine dans 95%, des sulfamides dans 87%, des glitazones dans 92%, alors que dans le groupe standard, c'était quand même moins important l'intervention. Qu'est-ce que ceci nous a montré? Eh bien, ceci nous a montré des interventions d'une richesse exceptionnelle, à mon avis. Premièrement, c'est que dans le groupe intensif, on est arrivé à 6,4 d'hémoglobine A1C versus 7,5 dans le groupe non intensif. Ça veut dire que l'on est capable aujourd'hui d'abaisser l'hémoglobine A1C de n'importe quel diabétique à des valeurs normales en y mettant le prix. Là, c'est un message important que même nous, diabétologues, on a de la peine à assimiler. Deuxième chose, c'est que si on fait cela, on voit qu'on réduit significativement le taux d'infarctus non fatal. 3,6 versus 4,6. Donc on a un impact indiscutable sur la maladie cardiovasculaire. Malheureusement, l'étude a été interrompue parce que la mortalité était plus importante dans le groupe bien équilibré, et notamment la mortalité de cause cardiovasculaire était plus importante. Donc on améliore leur maladie athéromateuse, mais ils meurent. Et donc amener une hémoglobine A1C très basse chez les patients à haut risque peut poser un problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mortalité cardiovasculaire n'est pas la même que celle qu'on connaît chez les diabétiques de type 2. Un diabétique de type 2 meurt en général quand il va aux soins intensifs, dans les soins intensifs, ou quand il rentre des soins intensifs. Il meurt autour d'un événement cardiovasculaire. Là, c'était des gens qui faisaient ce qu'on appelle des deaths in bed, c'est-à-dire qu'ils mouraient dans leur lit, ils se couchaient, ils allaient bien, et ils se relevaient, ils étaient morts. Ah, ils écoutent, hein? Je suis content, hein? Et ces deaths in bed, ce sont à l'évidence des troubles du rythme dont on connaît aujourd'hui assez bien l'explication. Troubles du rythme favorisés probablement par un certain nombre de perturbations nocturnes chez le diabétique de type 2, l'hypokaliémie, je pense, l'hypoxémie due au syndrome d'apnée du sommeil, c'est très probable, mais surtout les hypoglycémies, puisque ces patients faisaient 3 fois plus d'hypoglycémie que les patients du groupe non intensif. Et enfin, ils ont pris du poids, 3 kilos, alors que le groupe non intensif n'a pas pris de poids. Ce qui nous amène tout naturellement à se dire, est-ce qu'il y a effectivement des temps d'intervention différents? Et ça, c'est l'étude Vadit. C'est l'autre étude, une étude américaine, cela les pires. Les patients ils avaient 9% d'hémoglobine A1C et on les a amenés à 7. Eh bien, ici, en pointillé, c'est le risque relatif du groupe standard, qui a été pris comme risque relatif 1. Et ici, c'est le risque relatif par rapport à ce standard du groupe intensif. Et vous voyez très clairement que toute cette période-là, le risque relatif d'événements cardiovasculaires dans le groupe intensif est meilleur que dans le groupe standard. Et qu'au contraire, ici, c'est l'inverse. L'abscisse, c'est la durée du diabète. L'intersection, c'est à peu près 10 ans. Ça veut dire très clairement qu'à partir de la 10e année d'évolution d'un diabète, sur le plan glycémique, les carottes sont cuites. Et qu'après, il va falloir peut-être réfléchir à d'autres objectifs que la simple hémoglobine A1C, d'autres objectifs que la simple moyenne glycémique. Une dernière étude que j'aime beaucoup, qui vient de sortir à l'EASD, qui est l'étude Addition, qui va vraiment nous clarifier la situation aujourd'hui. C'est une étude qui a été faite dans une multicentrique anglaise, danoise et Pays-Bas, où on a voulu chercher beaucoup de choses. L'intérêt de dépister précocement un diabète,
l'intérêt de mettre un traitement multifactoriel et l'intérêt de le faire intensif versus conventionnel. 14 000 patients ont été dépistés et par ces 14 000 patients, on a trouvé 3 057 diabétiques de type 2. Ça répond à la première question, oui. À partir de l'âge de 40 ans, il faut dépister un diabète. Ça, c'est absolument évident aujourd'hui. Ensuite, ils ont randomisé en deux groupes conventionnels. Alors, conventionnel, oui, c'est quand même relativement intensif, puisque la cible de tension, c'était 130-140 pour la systolique. De total, c'était cholestérol total 74 et d'hémoglobine A1C entre 6,1 et 7. Et dans le groupe intensif, eh bien, ils avaient commencé le traitement par IEC si la systolique était supérieure à 120. Et ils avaient intensifié s'il était supérieur à 135 sur 85, la tension artérielle, donc très agressif. Alors, en termes de statine, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé une statine si la glycémie, si le cholestérol total était supérieur à 1,36. Et intensifié à partir de 74. Et pour le glycémie, ils ne voulaient pas qu'on descende en dessous de 6,5%. Résultat de cela, ben voilà. La courbe le trait en noir, c'est l'incidence attendue dans cette population sans intervention d'événements cardiovasculaires. Et vous voyez que les groupes conventionnels intensifs, bleu et rouge, gagnent, ça c'est clair, ce qui veut dire que la prise en charge globale est bénéfique. Par contre, il n'y a pas de différence entre le groupe intensif et le groupe conventionnel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on a quand même des règles très précises qui guident la glycémie comme beaucoup d'autres choses. C'est que la prise en charge globale est une nécessité impérative et d'essayer d'agir sur les 6 facteurs. Que pour la glycémie en particulier, la prise en charge précoce est l'enjeu. À 10 ans, c'est perdu. Et que probablement l'agressivité de la prise en charge glycémique, et probablement aussi tensionnelle, va être différente selon le niveau de risque vasculaire du patient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux, et notamment les enjeux des hypoglycémies. Et ça, c'est vraiment le message depuis 2008, l'enjeu des hypoglycémies sévères. Les diabétiques de type 2 aujourd'hui font des hypos sévères, ou du moins on s'en rend compte. Et en particulier des hypos nocturnes, dont eux ne s'en rendent pas compte. L'hypo sévère, c'est un impact sur la qualité de vie. L'hypo sévère, c'est aussi un impact sur les fonctions cognitives. On sait aujourd'hui qu'un sujet diabétique de plus de 65 ans qui fait une hypo sévère a un risque de démence accru par rapport à un sujet qui ne fait pas d'hypoglycémie sévère. Et que dans les institutions, on voit très bien le niveau de performance intellectuelle corrélé aux hypos antérieurs. Et puis, un risque cardiovasculaire à ces hypos sévères. Et ce risque cardiovasculaire, eh bien, il a été largement étudié. Grosso modo, le risque relatif est de 1,79 entre un patient qui fait une hypo sévère et un patient qui n'en fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu aujourd'hui que quand on fait une hypo sévère, on déclenche un mécanisme qui vont favoriser la pro-inflammation, la CRP, VEGF, IL-6, favoriser la dysfonction endothéliale, favoriser la procoagulation et surtout favoriser l'hyperréactivité adrénergique, dont on sait qu'elle impacte la glycémie à jeun, dont on sait qu'elle est un facteur d'hypertension, dont on sait qu'elle est un facteur d'athérogénèse. Donc, l'hypoglycémie sévère devient un véritable enjeu, au même titre que l'hémoglobine A1C. Et puis le poids, je vous ai dit qu'ils ont pris 3 kilos dans la corde. Alors ça, c'est un message qui pour nous est aussi un message très dur. Ce sont les 2 grandes études faites dans le diabète de type 1, DCCT, diabète de type 2, UKPDS, où on a comparé chaque fois un groupe intensif et un groupe conventionnel. Et on a regardé l'évolution pondérale sur 12 mois dans un cas, sur 15 ans dans l'autre. Le message évident, c'est que quand on traite un diabétique, il grossit. Il est diabétique parce qu'il est trop gros, on lui explique qu'il faut maigrir, on le traite, on le fait grossir. Et on le fait d'autant plus grossir qu'on le traite bien. Puisque vous voyez que les courbes intensives en bleu clair sont plus hautes en termes de prise de poids que les courbes conventionnelles. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une raison fondamentale, c'est que la pharmacopée dont nous disposons, eh bien, elle fait prendre du poids. À l'exception de la metformine et maintenant des incrétines, les autres médicaments que nous avons font prendre du poids, et notamment l'insuline, qui est quand même le médicament de référence dans le diabète, y compris de type 2. Vous savez que l'insuline agit sur le foie, sur l'adipocyte, sur le muscle. Eh bien, l'insuline fait prendre du poids, c'est une évidence, c'est une hormone anabolisante, c'est un facteur de croissance, et elle fait prendre du poids parce qu'elle inhibe la lipolyse adipocytaire, parce qu'elle stimule la lipogénèse, parce qu'elle stimule la lipogénèse,
et qu'elle augmente le stockage. Et si vous avez ici des adipocytes avant l'insuline, voilà les mêmes adipocytes après l'insuline. Et vous voyez très bien que, et c'est vrai pour les sulfamides, c'est vrai pour les glitazones, et c'est vrai pour la plupart des médicaments que nous utilisons couramment. Et puis dernier point, je vous ai dit que le professeur de Sténo 2 a été fantastique. Le professeur de Sténo 2 a été fantastique parce qu'il a réussi quand même à démontrer qu'une prise en charge globale, c'est bon. Et puis, il a fait aussi des choses intéressantes, c'est qu'il a fait des mesures diététiques avec ses patients. Et là, il n'a pas été bon. Et si vous regardez simplement le poids, prenez en vert, c'est le plus parlant, le poids de ces femmes danoises, à l'entrée dans l'étude, elles avaient un IMC en moyenne de 30. À la fin de l'étude, 15 ans plus tard, elles ont un IMC en moyenne de 34. Et si on regarde leur tour de taille, ces belles danoises, elles ont 1 mètre de tour de taille à l'entrée dans l'étude, elles ont 1,15 m 15 ans plus tard. Elles prennent 1 cm de tour de taille par année. C'est véritablement le constat d'un authentique échec. Cette obésité, cette prise de poids chez le diabétique de type 2 n'est pas anodine. On ne la voit pas sortir en France, je vous l'ai montré hier, mais elle sort dans des études plus lourdes, comme par exemple cette étude de Dolson qui porte sur 12 000 patients scandinaves, où on voit que si on compare un patient en surpoids versus un patient de poids normal ou un patient obèse versus un patient de poids normal, qu'on regarde les épisodes coronariens, les AVC, les événements cardiovasculaires, la mortalité, eh bien il y a un surrisque dans le surpoids, et il y a un surrisque beaucoup plus important encore, avec un risque relatif de 1,71 quand le patient diabétique de type 2 est obèse. Et donc, ce facteur obésité, surpoids, qui n'est pas un facteur de risque de la population générale, semble l'être dans la population des diabétiques de type 2. Et là, c'est la même étude où on a étudié non pas en transversalement, mais on a étudié les patients diabétiques suivis en fonction du poids qu'ils prenaient. Et on voit que eh bien, ceux qui prennent le plus de poids sont ceux qui prennent le plus de risques cardiovasculaires. Et que, grosso modo, un gain d'unité d'IMC, donc une augmentation d'unité de l'indice de masse corporelle, c'est un gain de 13%. C'est une augmentation de 13% du risque coronarien. Alors, il y a un petit exemple. Un patient qui fait 1,80 m, qui a 97 kg, il a un IMC à 30. Pour passer à 31, il faut qu'il prenne 3,24 kg. Ce qui veut dire que les patients dans la cohorte qui prenaient 3 kg augmentaient de 15% le risque coronarien, sans oublier les autres. Et enfin, cette étude de Watson qui montre clairement que, eh bien, si on essaie de traiter à l'insuline des patients et de les amener à l'objectif d'hémoglobine A1C à moins de 7,5, eh bien, on voit que chez ceux de complexe normal, on y arrive dans 40% des cas, en surpoids dans 34%, et dès qu'on est en obésité, on est à 30% de succès. Donc l'obésité acquise sous l'effet du traitement est indiscutablement une résistance au traitement. Alors, si je devais résumer, avant d'aborder le dernier marqueur qui est celui des années 2010 et au-delà, je vous dirais qu'avant 2008, on disait qu'il fallait une hémoglobine A1C impérativement en dessous de 6,5 en termes d'objectif glycémique et qu'on se foutait complètement du poids et des hypoglycémies. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on a modulé, du fait du risque cardiovasculaire, l'hémoglobine A1C avec une fourchette qui va entre 6,5, 7,5, peut-être même à 8 chez le sujet très âgé. Mais par contre, la prévention des hypos est un vrai enjeu, la neutralité pondérale est un vrai enjeu et il doit être pris en compte dans la recherche. Et puis, tout ça, c'est de la prévention cardiovasculaire. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Tout ça, c'est des choses où on a les mécanismes, les moyens d'intervention. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années circule une rumeur selon laquelle certaines insulines donneraient un cancer à certains diabétiques. C'est une rumeur qui est très forte, c'est une rumeur qui est très lourde, c'est une rumeur qui pour l'instant n'a pas été démontrée, mais qui justifie un certain nombre de réflexions. Et notamment cette immense étude du New England, publiée au New England en 2011, cette année, qui est l'étude des facteurs de risque émergents, où on a étudié les risques relatifs de maladies et de causes de décès chez les diabétiques de type 2 à partir d'études. Donc les auteurs ont collecté 97 études prospectives. Là-dedans, ils ont sélectionné 821 000 patients qui étaient tous indemnes de maladies cardiovasculaires au diagnostic de diabète. Et ils ont pu analyser 123 205 décès. Alors les critères pour dire qu'on est diabétique, c'est comme dans Entraide, questionnaire ou glycémie, où on a des médicaments contre le diabète. Alors premier message très important, c'est que
Le diabète de type 2, dont Thierry nous disait que c'était une catastrophe, est une catastrophe, puisque l'espérance de vie d'un diabétique de type 2 est réduite de plus de 6 ans si le diabète commence à 40 ans, de plus de 5 ans s'il commence à 50 ans, et de plus de 4 ans s'il commence à 60 ans. Une telle réduction d'espérance de vie, ce n'est pas anodin. Mais surtout, et c'est là où, quelque part, notre réflexion devient extrêmement problématique, la cause vasculaire que nous considérions comme la cause essentielle, ou même la cause unique de surmortalité de type 2, n'intervient que dans 58%. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour éviter la moitié du surrisque. L'autre moitié, nous ne la connaissons pas, bien si. L'autre moitié, c'est ce qu'on appelle les maladies non vasculaires non cancéreuses, pour 30%, et le cancer, pour 9%. Il y a une surmortalité par cancer chez le diabétique de type 2. Et quand on regarde cette surmortalité par cancer, elle touche pratiquement tous les cancers, le foie, le pancréas, les ovaires, le côlon, rectum, le rein, le poumon, à l'exclusion d'un seul organe, et pour nous c'est pour une fois rassurant, qui est la prostate. Il n'y a que le cancer de la prostate qui est moins fréquent chez le diabétique que chez le non-diabétique. Bon, tant mieux, on vient une fois gagner quelque chose. Quant au risque relatif de maladies non vasculaires, non cancéreuses chez les diabétiques de type 2, vous savez que les maladies rénales sont la première, mais il y a aussi les infections, mais il y a aussi les causes hépatiques. La cirrhose, aujourd'hui, est une complication du diabète de type 2 au travers de la stéatose non alcoolique qui va avoir, si le diabétique survit assez longtemps, un risque d'évolution cirrhogène. Et nos confrères gastro-entérologues sont très préoccupés par cela, nous aussi d'ailleurs. Il y a les chutes, il y a les maladies infectieuses, il y a les maladies psychiatriques, il y a les dégénérescences neurologiques qui sont plus fréquentes chez les diabétiques de type 2. Et surtout, voilà la grande leçon de cette étude qui pour nous va bouleverser, je crois, la suite des choses. Ici, les morts par cancer. Ici, les morts par maladie vasculaire. Ici, les morts par maladie non cancéreuse, non vasculaire. En abscisse, la glycémie à jeun. Tant que la glycémie à jeun est entre 0,7 à 1 g par litre, il n'y a pas de surmortalité par cancer, il n'y a pas de surmortalité par maladie cardiovasculaire, il n'y a pas de surmortalité par maladie non vasculaire, non cancéreuse. Quand on est en dessous, on réduit le risque de cancer. Alors sur le plan vasculaire, vous avez vu, quand on est en dessous, on réaugmente puisqu'on fait ces hypos. Et dans les autres maladies, on n'a pas d'effet. Mais surtout à partir de 1 g. Et c'est 1 g la valeur, c'est pas un 10, c'est 1. On a une courbe exponentielle d'augmentation des causes de décès. Et donc la glycémie à jeun, peut-être aujourd'hui, est en train de devenir le marqueur de bonne santé d'un patient. Et un patient qui a, sans être diabétique nécessairement, une glycémie à jeun qui dépasse 1 g, n'est pas forcément un patient en bonne santé. Chez le diabétique, cette glycémie à jeun, on l'a un peu oublié, parce que Louis Monnier nous a amené sur des réflexions un peu compliquées sur l'hémoglobine A1C. Mais si on regarde en fait les hémoglobines A1C, si on regarde 3 groupes, hémoglobine A1C à moins de 7,3, hémoglobine A1C entre 7,3 et 8 et à plus de 8, donc les 3 types d'hémoglobine A1C, et qu'on regarde la contribution de la glycémie postprandiale et de la glycémie à jeun à l'augmentation de l'hémoglobine A1C, on voit que la contribution de la glycémie postprandiale est toujours la même. La postprandiale amène 1,5 d'hémoglobine A1C. Mais que l'augmentation de l'hémoglobine A1C, c'est causé par la glycémie à jeun. Et plus la glycémie à jeun monte, plus l'hémoglobine A1C va monter. Et donc l'hémoglobine A1C est un reflet prioritairement de la glycémie à jeun. Puis dernière diapositive sur cette glycémie à jeun, c'est cette diapositive de Muguéo. Alors c'est plus maintenant la glycémie à jeun en absolu, c'est la variabilité de la glycémie à jeun. Et c'est pour nous une préoccupation. La variabilité de la glycémie à jeun est probablement un indicateur majeur du risque vasculaire. Vous voyez la mortalité de ces patients répartis en 3 tertiles. Un tertile où la glycémie à jeun est très stable et 2 tertiles, 2 et 3, où la variabilité, conservation augmente progressivement. Et vous voyez que, indiscutablement, il y a une survie bien meilleure dans le groupe dont la glycémie à jeun ne varie pas, reste stable, versus ceux dont la glycémie à jeun varie. Alors, en conclusion, les objectifs du traitement du diabète de type 2 sur le plan glycémique ne sont plus aussi simples. L'hémoglobine A1C, bien sûr, reste la base. C'est facile. Mais ça ne peut pas suffire. Et en fonction du patient, l'objectif glycémique doit être personnalisé, en prenant en compte, au-delà de l'hémoglobine A1C, les hypoglycémies.
en prenant en compte l'évolution pondérale et, je pense, dans les années à venir, en prenant en compte la glycémie à jeun. Sans oublier qu'on ne doit pas avoir d'effet délétère sur le plan vasculaire, et même être protecteur sur le plan vasculaire. On doit être antimutagène, on doit protéger les cellules bêta de l'apoptose, et enfin, on ne doit pas être toxique. Ce qui veut dire, très clairement, et pour moi c'est une grande fierté en tant que diabétologue, c'est que gérer la glycémie d'un patient, c'est devenu aujourd'hui un vrai métier de docteur. Et que c'est plus une application de protocole, c'est un dialogue singulier avec un patient qui vous permet de connaître le patient, d'apprécier son risque et de définir des objectifs individuels à chaque patient. Nous avons mis assez d'années pour être docteur. Eh bien, utilisons maintenant ces capacités pour soigner nos diabétiques. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet exposé remarquable de clarté qui nous a vraiment parfaitement expliqué. Et moi, j'étais très frappé par cette évolution du risque dans le temps. Je dirais que nous, néphrologues, on est vraiment dans la deuxième partie de cette évolution. J'ai presque envie d'être provoquant. Est-ce qu'il y a un moment où, dans l'avenir d'un patient que l'on sait avec un pronostic relativement mauvais, on peut laisser filer les choses pour privilégier la qualité de vie, notamment chez des patients en dialyse, avec une espérance de vie réduite? Alors, ce n'est pas le message d'un médecin de dire on laisse aller, mais en tout cas, on doit adapter. Et il est clair que être obsessionnel avec des insulinothérapies très intensives chez des patients dont l'espérance de vie est réduite n'est pas logique. Et bien sûr, je n'ai pas prononcé le mot, mais vous l'avez prononcé, j'en suis très content. L'objectif qualité de vie est fondamental. Vivre avec une maladie chronique, c'est avoir une qualité de vie. Traiter un malade chronique, c'est d'essayer de maintenir une qualité de vie. Donc je crois que oui, vous avez raison. On peut laisser aller, on ne peut pas abandonner, c'est clair, mais on peut laisser aller et surtout essayer de se donner raisonnablement des objectifs ensemble en disant peut-être pour celui-ci, 7,5 d'hémoglobine A/C, ça va être bien, mais je ne veux pas qu'il fasse d'hypoglycémie. D'accord, je pense que le message est très important. Une question? Merci. J'ai été très impressionné là, par vos données, et en particulier par les deux études interventionnelles, la Steno, UKPDS, avec cet arrêt et cette reprise. Je n'arrive pas à comprendre comment des patients qui pendant 20 ans ont été éduqués à se suivre, à faire de l'exercice, à contrôler leur glycémie, se retrouvent en moins de 5 ans au niveau de ceux qui n'ont eu aucune intervention, on va dire, agressive. Bon, ça c'est le premier aspect. Est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a quand même un côté éducatif, donc ça voudrait dire que l'éducation thérapeutique ne sert à rien finalement, ou alors ça a un effet, disons, limité dans le temps. Parce qu'on ne comprend pas comment, si vous voulez, 5 ans après, les choses sont revenues pratiquement au point de départ. Et deuxième élément qui m'intéresse beaucoup, c'est la dernière étude que vous avez vue, que vous avez signalée sur le New England. J'avais vu passer cet article, mais je ne l'ai pas approfondi. Je n'arrive pas à comprendre si ces patients sont tous traités par insuline. Est-ce qu'on a une idée de la dose d'insuline? Parce que si vous voulez, il y a un parallélisme extraordinaire avec l'érythropoïétine actuellement. C'est-à-dire qu'on a des patients, c'est un facteur de croissance indirect, l'insuline. Et on sait très bien que l'érythropoïétine agit à peu près de la même façon. On sait qu'actuellement, on peut stimuler des cancers ou stimuler des clones de cancer. Et donc, est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement d'une insulinorésistance extraordinaire? Est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement d'un effet secondaire de l'insuline en tant que facteur de croissance dans ces causes, disons, de cancer? Merci, ce sont deux questions très pertinentes. La première, je crois que très clairement dans Steno-2, il n'y a pas eu d'éducation thérapeutique. Je pense que la démarche de Pedersen n'était pas une bonne démarche. Il n'a pas utilisé d'outils d'éducation thérapeutique, il n'a pas fait de choses. Et en fait, l'adhésion aux mesures de diététique était mauvaise tout au long de l'étude, et pas seulement après. Ils n'ont pas adhéré à cette approche-là, sauf Pedersen qui lui a réussi à maigrir, à arrêter de fumer et à courir. Mais donc, alors ça veut dire aussi que l'éducation thérapeutique, c'est un vrai métier. Et moi, c'est un des rares domaines où je partage l'opinion de nos dirigeants de la santé, c'est qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur vraiment ce qu'est l'éducation thérapeutique, comment l'appliquer, comment la faire. C'est un enjeu qu'on a au niveau des réseaux, c'est un enjeu qu'on a au niveau des hôpitaux. Je suis convaincu qu'on est complètement à côté de la plaque actuellement.
Je suis convaincu que ce n'est pas nous les médecins qui ferons de l'éducation thérapeutique. On n'est pas fait pour ça. Je pense que les paramédicaux sont là pour faire cela. Ils le font beaucoup mieux que nous. Et je pense qu'il faut donner le pouvoir d'éducation thérapeutique, bien sûr, avec notre contrôle, sur ceux qui savent le faire, ont envie de le faire, sont dans la culture pour le faire. Mais ce n'est pas les docteurs qui sont dans la culture, à mon avis, pour faire de l'éducation thérapeutique. Pour la solliciter, pour former les gens, oui. Pour le faire, non. Alors, ce qui concerne les doses d'insuline, on ne connaît pas les doses d'insuline dans cette étude. Ce que l'on sait, c'est que dans l'insuline... Si vous pouvez faire une réponse courte pour Pardon ? qu'on puisse... Oui, je réponds. Dans l'insuline qui est en cause, enfin qui est suspectée, on sait qu'il ne faut pas dépasser 0,3 unités par kilo. Sinon, là, le risque semble exister véritablement. Donc, probablement que l'insuline est un facteur de croissance, c'est clair. C'est probablement un facteur mutagène, ça c'est clair. Mais alors, l'explication, on peut l'avoir au niveau des récepteurs à l'IGF-1.